Depuis l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef de la diplomatie algérienne a une nouvelle fois rappelé dans des mots les plus forts l'engagement de l'Algérie en faveur du droit international et de la cause palestinienne. En effet, c'est un discours empreint de vérité et de réalité qu'a prononcé le chef de la diplomatie algérienne il y a quelques heures à peine, ou moins d'une heure, aux Nations Unies, affirmant que dans le contexte où le monde est marqué par des crises multiples, des avancées technologiques rapides, mais aussi des inégalités croissantes et un respect fragile du droit international, la question palestinienne demeure l'un des défis les plus anciens, les plus urgents pour la communauté internationale, allant jusqu'à qualifier ce qui se passe actuellement à Gaza, le génocide à Gaza, de Nakba. Le destin que réserve l'entité sioniste au peuple palestinien est une Nakba, affirme le chef de la diplomatie algérienne. Dans ce sillage, Ahmed Attaf affirme par ailleurs que son pays suit avec le plus grand intérêt les négociations en cours menées par les États-Unis d'Amérique. L'Algérie, fidèle à ses engagements, étant la voix du Sud par la voix de son chef de la diplomatie, appelle à une mobilisation globale pour préserver la justice, la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Elle réitère son soutien indéfectible à l'établissement d'un État palestinien en terre palestinienne. Madame, Monsieur, bonsoir. L'échiquier international, c'est tout de suite. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'échiquier international et pour parler de cette proposition de l'administration Trump, mais aussi et surtout du discours du chef de la diplomatie algérienne quant à la question palestinienne ou le chapitre consacré à la question palestinienne. J'ai le plaisir d'être accompagné ce soir de Saïd Ayachi. Bonsoir, monsieur Ayachi. Bonsoir, Tima. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle alors que vous êtes président du Comité national algérien sahraoui de solidarité avec le peuple sahraoui. Et aussi militant du droit de l'homme et des peuples. Justement, vous êtes aussi médecin de profession. Vous avez également présidé le Croissant Rouge algérien. La solidarité internationale, on peut dire que c'est votre élément. Donc quand on parle de la Palestine, c'est votre élément également. Vous êtes engagé auprès des peuples, mais vous êtes aussi et surtout un fin observateur des questions internationales. Monsieur Ayachi, c'est toujours un plaisir de vous observer. Monsieur Ayachi, de vous recevoir. Je l'ai dit à l'instant, il y a à peine moins d'une heure, le chef de la diplomatie algérienne a donc prononcé cette fameuse allocution tant attendue. L'allocution de l'Algérie était attendue pour cette 80e session de l'Assemblée générale à chaud. Quel commentaire faites-vous ? D'abord, fidèle à sa tradition, l'Algérie, par la voix de son chef de la diplomatie, à communiquer au monde un message de responsabilité, un message de sagesse, un message d'humanité et surtout elle a plaidé pour la paix, la sécurité, la stabilité et la prospérité des peuples. Notre chef de la diplomatie a passé les gros problèmes de l'heure en revue. Le drame que vit le peuple palestinien, bien sûr, on y reviendra, mais aussi la question du Sahara occidental, le conflit du Sahara occidental avec responsabilité, les problèmes que trouve l'Algérie à ses frontières de par le fait qu'il y a certains dirigeants voisins qui ne se sont pas disciplinés à la politique du bon voisinage et de responsabilité. Et puis, il s'est aussi préoccupé de la situation de la Libye, sœur, qui ne trouve pas encore de bon démarrage pour la reconstruction de cette république sœur. Et bien entendu, aussi bien les relations internationales telles qu'elles sont vécues en ce moment avec les perturbations et les turbulences qui la traversent. Vous faites bien de souligner, même si on consacre cette émission à la partie palestinienne, mais vous faites bien de rappeler que le chef de la diplomatie algérienne a dressé finalement un portrait très réaliste de la situation actuelle des relations internationales, allant jusqu'à même rappeler que cette 80e session, que ce 80e anniversaire est marqué par des crises majeures au sein de la communauté internationale. Est-ce qu'on peut dire finalement aujourd'hui que Ahmed Attaf, en sa qualité de chef de la diplomatie algérienne, il le dit d'ailleurs, il rappelle ces distanciations entre le Nord et le Sud, il rappelle ces divergences, il rappelle ces divisions qui marquent aujourd'hui le paysage international. Est-ce qu'on peut dire finalement, et sans détour et à peine, sans aucune timidité finalement, que l'Algérie est aujourd'hui le porte-voix du Sud. Parce que son discours est empreint d'une vérité particulière. Très juste.
Très juste. Le discours de M. Attaf à la tribune de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies a été d'une portée universelle, en ce sens que, avec encore une fois un courage politique que chacun reconnaît, mais aussi avec beaucoup de responsabilités, il a dressé un tableau réaliste, pas alarmant. Mais un tableau réel, c'est-à-dire il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de cosmétique sur le tableau qu'a dressé M. Attaf, c'est-à-dire que la situation peut être alarmante lorsqu'on voit surtout ce fossé qui est en train de se creuser entre le nord, si on peut appeler en réalité l'Occident, et le sud global. Qu'est-ce qui crée ce fossé? Qu'est-ce qui risque encore de l'élargir davantage? C'est tout simplement le double standard. On souhaiterait que les valeurs que réclament les Occidentaux pour le peuple ukrainien, ils le méritent, c'est le droit international, c'est le droit des réfugiés, c'est les droits de l'homme, c'est la stabilité régionale, c'est la sécurité régionale. Tout ça, on voudrait qu'ils le réclament aussi pour le Sud. Il faut qu'ils le réclament pour le Moyen-Orient, il faut qu'ils le réclament pour le Sahara occidental. C'est ce deux poids, deux mesures qui est insupportable pour les pays du Sud et qui fait que les revendications sont les mêmes au Nord et au Sud et les standards sont les mêmes au Nord et au Sud. Et par conséquent, il faudrait que l'Occident, qui quand même, rappelons-le, renferme 3 États membres permanents du Conseil de sécurité et donc qui ont une grande responsabilité vis-à-vis de la communauté internationale, qu'ils puissent s'astreindre au respect du droit international et s'astreindre à faire prévaloir ce même droit international. Ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement quand on le voit, comment les choses sont traitées. Aujourd'hui, le cas le plus patent, le plus flagrant est le drame que vit le peuple palestinien et plus précisément à Gaza. Justement, c'est ce que dit précisément le chef de la diplomatie algérienne. Il affirme qu'on ne peut pas parler de l'anniversaire de l'Organisation des Nations Unies sans revenir au plus vieux dossier sur la table de la communauté internationale, qui est la question palestinienne, rappelant qu'il y a eu plus de 1000 résolutions et dont plus de 900 ont été adoptées. Il y a eu un autre courage de la part du chef de la diplomatie algérienne lors de son allocution, c'est quand il parle de la Nakba en décrivant Gaza. Quel commentaire faites-vous justement de ce mot qui est très fort et très puissant? Oui, effectivement, c'est un mot qui contient une connotation dramatique. Et historique, et on revient à l'histoire. Le peuple palestinien, il dit ce qu'il dit. Et notre ministre des Affaires étrangères a parfaitement raison de rappeler. Vous savez, l'ONU est née en 1945, le problème palestinien est né en 1948. C'est par la volonté des Nations Unies, sous la houlette de la Grande-Bretagne, qu'il y a eu le partage de la Palestine entre l'État d'Israël et l'État palestinien. Donc, les deux États existaient déjà en 1948. C'est l'État terroriste d'Israël qui n'a pas laissé se créer l'État palestinien. Évidemment, on ne va pas revenir sur le narratif du terrorisme israélien, terrorisme d'État palestinien, mais il est bon de rappeler que ce pays, que ce drame dure donc depuis 1948 et que par conséquent, la Nakba dont vous parlez, qui est tout simplement vous dire que la situation des Palestiniens qui se sont trouvés face au terrorisme organisé de l'État d'Israël, soutenu par l'Occident d'ailleurs, donc a conduit à la situation crescendo, étape par étape, à la situation que l'on connaît aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, la Nakba continue sous une autre forme, puisque maintenant elle prend des dimensions tout à fait hors humanitaires. Et donc, l'Algérie, par la voix de son chef de la diplomatie, a rappelé quand même la communauté internationale à ses responsabilités, puisque c'est encore l'ONU qui a créé, qui a réalisé le partage de la Palestine. C'est l'ONU qui est en charge, en principe, de la création de l'État palestinien, comme truc. Il y a eu, vous le rappelez à juste titre, et notre ministre l'a fait, de ces centaines de résolutions du Conseil de sécurité qui enjoignent à l'État d'Israël de respecter le plan de partage de l'ONU, mais dont aucune, je dis bien aucune, n'a été réalisée sur le terrain. On le sait pourquoi. On le sait tout simplement parce que
il y a à l'intérieur du Conseil de sécurité des États, toujours les États occidentaux, qui protègent l'État d'Israël et qui gênent le passage des résolutions prises sous l'égide du chapitre 6, donc non contraignantes, au chapitre 7 qui devrait les faire contraignantes. Et donc Israël n'en a cure. On peut prendre, et on a pris des centaines de résolutions, elle ne les respecte pas. On a même vu ces derniers temps, lorsque le secrétaire général de l'ONU appelait à un cessez-le-feu et criait au génocide, se faire insulter par le chef du gouvernement israélien, et pire encore. Et donc, c'est précisément, M. Attaf a appelé j'allais dire, à réhabiliter l'ONU dans ses responsabilités, puisque l'ONU a la charge de la paix et de la sécurité et de la stabilité dans le monde. Et les mécanismes de l'ONU sont tout de même confiés à des membres permanents du Conseil, à l'intérieur du Conseil de sécurité, qui ne les assument pas, qui au contraire prennent fait aux causes, directement ou indirectement, pour l'État d'Israël. Et ça nous a amené à la situation que l'on observe aujourd'hui. Très bien, par ailleurs, et lors de son allocution toujours, le chef de la diplomatie algérienne a affirmé que l'Algérie suit avec le plus grand intérêt les négociations sous l'égide des États-Unis d'Amérique qui visent à parvenir à un cessez-le-feu durable. Quel commentaire faites-vous justement de cet attachement à l'Algérie au droit international? On l'a vu sur l'ensemble des questions, que ce soit sur la question du peuple sahraoui, pour en finir avec la colonisation définitivement dans le monde, avec la question palestinienne, avec la question libyenne. Qu'est-ce que ça dit justement sur la diplomatie algérienne et sur son attachement et sur son respect aussi pour les efforts diplomatiques internationaux? Vous savez, la diplomatie algérienne et l'État algérien lui-même partent d'un théorème très simple. Sans respect du droit international, il n'y a pas de stabilité internationale. Et donc le droit international doit être respecté. C'est d'ailleurs sur ce postulat qu'ont été construits les mécanismes de l'ONU et qu'ont été désignés les membres permanents du Conseil de sécurité qui ont le droit, qui ont la responsabilité, la charge de veiller à la défense et à la protection du droit international. Ce qui n'est pas le cas. Et par conséquent, quand M. Attaf parle du respect du droit international, il sait de quoi il parle. Notre pays lui-même, rappelons-le, après 7 ans et demi de lutte sanglante contre le colonialisme français, a couronné sa lutte d'indépendance par un référendum d'autodétermination uniquement par respect du droit international. Et donc, c'est ce même droit international, ce même droit à l'autodétermination, qui d'ailleurs est un concept occidental et plus précisément américain, que l'Algérie demande à ce que ce soit respecté. L'autodétermination des peuples, c'est-à-dire leur droit de choisir librement leur destin. C'est quand même quelque chose qui est unanimement et universellement partagé. Et par conséquent, aujourd'hui, d'une certaine façon, on est en droit de s'étonner que cela ne soit pas le cas, ni en Palestine, ni au Sahara occidental. Les résolutions sont prises par le Conseil de sécurité, mais aucune n'est sur le terrain appliquée, ni par les régimes de Tel Aviv, ni par les régimes marocains. Et par conséquent, cela ne peut pas pousser à une stabilité, à une paix et à une sécurité internationale tant que le Conseil de sécurité ne voit pas ces résolutions respectées et appliquées sur le terrain, tant que le droit international lui-même n'est pas respecté par les puissants de ce monde. Très bien, M. Ayachi. Une autre question, il me semble qu'on doit la poser. Quand un pays comme l'Algérie dit suivre avec le plus grand intérêt les négociations sous l'égide de l'Algérie, rappelons qui est ce pays, l'Algérie. Ce pays, l'Algérie, le pays qui a mobilisé le Conseil de sécurité, allant presque jusqu'à isoler la voix sioniste et même la voix américaine au sein de ce Conseil de sécurité. Le veto américain, finalement, ne fait plus l'unanimité, même au sein des pays de l'Occident. On parle d'un pays qui se mobilise depuis plus de 60 ans en faveur des peuples du monde entier, qui se mobilise en faveur d'un Sud global. Quand ce pays se dit suivre avec intérêt les négociations que propose actuellement Trump, le plan que propose actuellement Trump, est-ce que c'est une pression supplémentaire pour Trump, le fait qu'un pays comme l'Algérie suive ce dossier? Je crois, vous avez raison peut-être de voir les choses comme ça. C'est une façon, oui, mais c'est surtout une façon de dire à M. Trump que vous avez la responsabilité. Monsieur Trump, vous, le président de la plus grande puissance du monde, vous avez la responsabilité en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, mais en tant que première puissance mondiale, de veiller à la stabilité, à la paix et à la sécurité internationale. Et par conséquent, vous devez, Monsieur Trump, respecter le droit international qui est très clair en la matière
et qui donne droit au peuple palestinien de pouvoir bénéficier d'un État à côté de l'État d'Israël. Et par conséquent, d'une certaine façon, ce n'est pas faire une pression sur le président Trump, c'est surtout l'appeler à ses responsabilités pour qu'il ne s'égare pas sous la pression de certains lobbies, on le sait, qui sont très puissants, pour qu'il ne s'égare pas sous la même, j'allais dire, la pression de Netanyahou, qui, on le sait, visite Washington en ce moment, et qui, par conséquent, rappelle qu'il y a un peuple, le peuple palestinien, à qui est reconnu le droit de bénéficier d'un État à côté de l'État d'Israël, mais qui ne le voit jamais. Bien au contraire, Israël travaille pour la non-viabilité d'un État palestinien, et d'ailleurs, il dénie même aux Palestiniens le droit d'avoir un État. Il appelle, M. Attaf appelle avec beaucoup de respect M. Trump à lui dire prenez vos responsabilités, aidez la communauté internationale à résoudre ce problème dans la légalité et surtout en respectant tout ce qui a été fait depuis 1948 dans ce truc-là, dans ce problème palestinien. Justement, dans ce sillage de rappel de ce que c'est que la question palestinienne historiquement et dans ses racines, le chef de la diplomatie algérienne affirme qu'il espère que ces dernières négociations sous l'égide des États-Unis vont conduire à un règlement profond et réel des causes profondes du conflit du conflit actuel de la question palestinienne, mais surtout de l'arrêt du génocide. Et dans le même sillage, il reprend la position, il réaffirme et réitère la position historique de l'Algérie, qui est l'établissement d'un État palestinien en terre palestinienne sur les frontières de 67, avec Jérusalem-Est comme capitale. Que signifie cette position actuellement dans le cadre du droit international ? C'est encore une fois la solution la plus juste, la solution la plus conforme à la légalité internationale, qui est rappelée par M. Attaf. Une solution d'ailleurs qui a été fait la leur par les pays arabes en 2002. Et même les peuples actuellement, les peuples réitèrent cette position historique. Bien entendu, parce que lorsqu'on a assisté à cette vague de reconnaissance d'un État palestinien, en réalité, il ne faut pas aussi qu'on tombe dans une arnaque diplomatique, parce que c'est la résistance palestinienne qui part. J'allais dire, la pression qu'elle a faite sur la rue internationale, sur les opinions civiles du monde entier, ce sont ces mêmes opinions civiles du monde entier qui ont fait des pressions sur leur gouvernement, directement ou indirectement, sur leurs gouvernements respectifs, qui ont, eux, sont revenus à la réalité des choses, en l'occurrence, la nécessité d'établir un État palestinien à côté de l'État israélien. Et par conséquent, cette solution apparaît comme étant la plus logique, celle qui, j'allais dire, va de soi, et qui conforme d'ailleurs à ce qui a été fait, a été décidé en 1948, et qui est conforme aux différentes résolutions du Conseil de sécurité sur le dossier israélo-palestinien. Et par conséquent, aujourd'hui, l'Algérie rappelle que cette solution, et seulement cette solution, peut amener à une stabilité, une paix, une prospérité partagée dans la région. On parle depuis un bon moment de ce discours de Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne, mais on parle également de cette négociation, de ce plan américain que l'Algérie affirme suivre avec le plus grand intérêt. On sait déjà que ce plan se prépare en 21 points. À votre avis, quels sont les objectifs de Trump aujourd'hui avec ce plan avec ce plan en 21 points? Quelle carte il dessine pour le Moyen-Orient, affirmant qu'il veut arriver à un cessez-le-feu définitif à Gaza? Écoutez, il est très difficile j'allais dire, de comprendre. De comprendre ou d'essayer de comprendre les idées du président Trump, parce qu'il est tellement imprévisible et surtout il est capable de faire volte-face sur ses propres propositions. Au jour d'aujourd'hui, surtout qu'il reçoit Netanyahou à Washington. Au jour d'aujourd'hui, ce sont ces appels comme celui qu'a fait M. Attaf en direction du président Trump. Il faut qu'il y ait beaucoup d'appels de la part des nations du monde, de la communauté internationale. Il faut qu'il y ait cette vague de reconnaissance de l'État palestinien, mais pas seulement. Il y a le groupe de l'AE maintenant qui est en train de se construire avec différents pays de tous les continents pour voir comment construire l'État palestinien. C'est-à-dire, on passe déjà à une étape d'après. Et cela, c'est, j'allais dire, pour aider le président Trump à prendre la bonne décision et non pas se laisser d'une certaine façon dévier par des lobbies qui, eux, en toute irresponsabilité,
peuvent, j'allais dire, mettre le feu à toute la région. Et donc l'Algérie, par la voix de son chef de la diplomatie, participe à cette contribution internationale pour amener les États-Unis à parrainer un plan viable, valable, capable d'assurer au peuple palestinien un État conforme aux résolutions du Conseil de sécurité et surtout possible de pouvoir promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité dans la région. Justement, concernant toujours ce plan, Trump se dit contre toute forme d'annexion de la Cisjordanie occupée actuellement et il refuse, il est complètement défavorable. Est-ce qu'on peut voir ici que les lignes bougent au sein de l'administration Trump? Est-ce qu'on peut dire qu'au sein même de l'administration Trump ou au sein de l'exécutif américain, au sein de la société américaine, les mobilisations commencent à faire pression et à réduire finalement l'espace qu'occupaient les lobbies dont vous parlez depuis tout à l'heure concernant la question palestinienne? Il est très heureux d'entendre le président Trump parler du refus de l'annexion de la Cisjordanie. Parce que là, ça met un point à ce projet de Grand Israël que porte... si le président Trump parle, espérant qu'il maintient sa position sur le refus de l'annexion de la Cisjordanie, cela fait déjà un pas vers la construction de l'État palestinien. Lorsqu'on sait que, par ailleurs, des courants à l'intérieur même du gouvernement israélien et de certains partis israéliens pousse à ce que l'annexion de la Cisjordanie soit prononcée de façon officielle et permanente. Et puis surtout, mettre fin à la colonisation qui est en train de viruser la Cisjordanie, qui est en train de semer des confettis à l'intérieur même de la Cisjordanie, qui, si ces colons israéliens ne sont pas d'une façon ou d'une autre évacués de la Cisjordanie, rendra la chose quasiment impossible. C'est-à-dire, ou alors il faudra plusieurs années pour pouvoir résoudre le problème. Toujours est-il qu'on prend acte si cela relève de la réalité, on prend acte de la volonté du président Trump de refuser l'annexion de la Cisjordanie, ce qui est un pas immense vers la résolution du problème. Et vous ne verrez bien sûr que l'Algérie et beaucoup d'autres pays approuver le président Trump dans ses décisions. Justement, vous parlez des autres pays, vous en avez même parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, on a vu lors de cette Assemblée générale bon nombre de pays réaffirmer leur solidarité, en particulier les pays du Sud, les pays d'Amérique latine réaffirmer leur soutien à la cause palestinienne, mais aussi leur refus de se soumettre à cette omerta internationale autour de la question de la Palestine, mais aussi affirmer que finalement cette 80e session avait un goût amer en raison des violations qu'a connu le droit international depuis le début du génocide à Gaza. Finalement, ces voix du Sud, en particulier celle de l'Algérie, celle de la Colombie, celle de pays comme la Chine, quand elles parlent et qu'elles s'affirment ainsi, qu'est-ce que ça dit sur la place des pays du Sud dans l'échiquier international et sur ces rapports justement entre le Nord, entre le Sud et l'Occident? Alors d'abord, remarquons que la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies a principalement été la session sur la Palestine. Et donc voilà une autre victoire de la résistance palestinienne. Dans ces guerres asymétriques, le vainqueur n'est pas toujours le vainqueur militaire. C'est le vainqueur moral, le vainqueur diplomatique. Et sur le plan diplomatique, les Palestiniens ont marqué d'énormes points. Je n'en veux pour preuve que cette 80e session qui a tourné totalement autour de la question palestinienne, en toute centralité. Maintenant, considérant, il y a deux tonalités. Vous avez les pays du Nord qui sont venus, c'est toujours bon à prendre, qui sont venus clamer leur reconnaissance de l'État palestinien. Mais avec d'ailleurs des nuances pour les uns et pour les autres. On ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité l'Espagne et la France. L'Espagne s'est engagée de façon vraiment déterminée, résolue, tandis que la France parle d'un État palestinien désarmé. Donc, vous voyez très bien les tonalités. Mais enfin, on parle et comme le dit un bon analyste, on reconnaît la Palestine comme si on reconnaissait à un Palestinien le droit de mourir, puisque dans la situation où il est.
Et puis vous avez les pays du Sud qui eux, ont dépassé le stade de la reconnaissance, qui eux parlent d'abord d'arrêter le génocide, qui eux parlent de trouver une solution définitive, qui eux parlent de sauver des vies humaines. Vous savez, chaque jour, il y a près de 100 morts à cause de l'offensive israélienne sur Gaza. Je ne compte pas les 60 000 morts déjà enregistrés et les 50 000 morts qui sont sous les décombres. Mais l'urgence, c'est de sauver les vies humaines. L'urgence, c'est de pouvoir d'arrêter la famine, dire, d'arrêter le stop, génocide. Ça suffit, arrêtez le massacre. Et ça, c'est les pays du Sud qui l'ont dit sur tous les temps, sur tous les modes, pour dire, voilà, maintenant, il y a une responsabilité à la communauté internationale, c'est d'arrêter ce massacre. Très bien, merci Monsieur Ayachi. Merci Saïd Ayachi. Je rappelle que vous êtes un expert, on va dire, du droit international, un fin observateur du droit international et un humanitaire engagé. Est-ce que ça vous va? Très bien. Merci Monsieur Saïd Ayachi. Merci de m'avoir accompagné. Merci de répondre toujours présent à notre invitation. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al24 News.